Bienvenue sur Hippocampe. Saison 2. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Pauline est psychologue et psychothérapeute. Elle s'est spécialisée dans le psychotraumatisme depuis 15 ans et est formée à de multiples approches comme l'EMDR, l'hypnose, l'ICV. Elle est également sensibilisée à la somatic experiencing et à l'approche sensorimotrice. Elle dispense, depuis peu, des formations pour les professionnels qui sont en lien avec des publics concernés par le trouble de stress post-traumatique. J'ai rencontré Pauline via les réseaux sociaux, il y a déjà plusieurs mois. Elle diffuse beaucoup de contenu de psychoéducation et partage également différentes ressources accessibles au plus grand nombre. Le lien vers sa page est à retrouver dans la description. Dans cet épisode, nous allons définir le psychotraumatisme, explorer les différents types, mettre des mots sur les symptômes, mais aussi parler des techniques et des thérapies qui peuvent permettre d'aller mieux. N'oubliez pas de partager afin que cet épisode arrive aux oreilles du plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour débuter et amorcer cet épisode, Pauline, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'un événement qui pourrait être traumatique ? Un événement traumatique est un événement qui vient faire effraction dans la vie d'une personne. Il vient vraiment chambouler toute sa vie, bousculer sa vie, mettre en danger sa vie. Donc le plus souvent, c'est des menaces de mort ou l'impression qu'on va mourir ou être réellement dans une situation où on aurait pu mourir. La question de la mort est souvent présente quand il s'agit d'événements traumatiques. Et il y a aussi toutes les blessures physiques qu'on peut avoir, les violences sexuelles. C'est important de constater qu'un traumatisme, ça peut être l'événement en lui-même qui nous concerne, mais ça peut être aussi un événement qu'on va observer, dont on va être témoin. On pense pas toujours à cet aspect-là. Souvent, on imagine qu'on est traumatisé quand on est une victime directe, mais être observateur, c'est aussi très traumatisant. On le voit notamment, je pense au livre de Camille Kouchner, où elle dit avoir été témoin, elle, de l'inceste de son frère, et on voit bien à quel point elle était elle-même très traumatisée de ça. Donc il y a le fait d'être une victime directe de menaces pour sa vie, d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ou psychologique, le fait d'être témoin. Et on est aussi traumatisé quand on apprend des choses de personnes très très proches. Apprendre que un parent a vécu un traumatisme, ça va également aussi nous impacter. Il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans des situations qui vont répéter des événements traumatiques, comme les pompiers, les policiers, les personnes qui sont sur le terrain après des drames, qui vivent et voient des choses particulièrement violentes et qui subissent également des traumatismes. Donc les événements traumatiques, il y a toutes les catastrophes naturelles, les situations de guerre, il y a toutes les situations de violence, les violences communautaires, les violences physiques, les violences sexuelles. Il y a tous les événements intrafamiliaux, les divorces, les séparations, là aussi les violences intrafamiliales, l'inceste. Il y a les traumatismes médicaux. On n'y pense pas toujours, mais les traumatismes médicaux, avoir une opération qui se passe mal, avoir son corps qui n'est plus fiable ou un sentiment de danger dans son corps, c'est un traumatisme qui est vraiment important. Tous les traumatismes qui touchent des peuples, la migration, l'itinérance, c'est des traumatismes très très importants qui touchent à différents endroits de sa vie, de son identité. Et puis tous les traumatismes familiaux, donc d'abandon, les carences et les situations aussi, toutes les situations relationnelles, le harcèlement, les relations d'emprise, et également les deuils, les accidents. Voilà, ça c'est tous les événements qui peuvent entraîner un vécu traumatique. Merci pour ces premiers éléments. Comment est-ce que ces mêmes événements potentiellement traumatiques
deviennent psychotraumatismes? En fait, pour qu'un événement traumatique, à potentiel traumatique, devienne un traumatisme, un psychotraumatisme, on dit qu'il faut les 3 E. Donc les 3 E, c'est l'événement, l'expérience de l'événement et les effets indésirables de l'événement. Donc l'événement, c'est ce que je viens de décrire, un événement particulièrement brutal et soudain dans la vie qui menace notre intégrité psychique ou physique. L'expérience de l'événement, en fait, un même événement peut être vécu de façon traumatique par une personne et pas par une autre. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, l'âge. Les enfants sont très vulnérables au traumatisme parce qu'ils sont en situation de dépendance, ils n'ont pas encore développé des stratégies de protection, de défense, ils comprennent pas toujours ce qui se passe, leur cerveau n'est pas mature, et donc les enfants sont bien plus vulnérables à développer des psychotraumatismes. Un même événement pour un enfant n'aura pas le même impact que pour un adulte, ça c'est évident. Le fait d'avoir pu anticiper l'événement, ça joue aussi. Plus on est surpris, plus ça nous impacte. Si on a un peu vu venir, qu'on a pu commencer à développer des stratégies, c'est déjà pas pareil au niveau des conséquences. Il y a l'intensité des préjudices. Plus on est impacté, que ce soit dans sa chair, au niveau psychologique, plus ça va avoir des conséquences par la suite. L'ampleur de l'événement, c'est pas pareil d'avoir, je sais pas, un petit accident que d'avoir un accident catastrophique où il y a plusieurs morts, des images vraiment terribles. Évidemment, l'ampleur de l'événement joue aussi. Et le degré de responsabilité ressenti. Moi, j'observe que une des atteintes les plus importantes au niveau du psychotraumatisme, c'est la culpabilité. C'est vraiment terrible comme on peut se sentir responsable de ce qui nous arrive. Et donc, la culpabilité et le fait de se sentir responsable, ça va jouer dans le fait de développer un psychotraumatisme. C'est vraiment quelque chose qui nous impacte intérieurement. Donc, le psychotraumatisme, on peut dire globalement que c'est le cerveau qui est complètement débordé, qui ne peut plus intégrer l'information et qui ne peut pas faire face à la situation. Et le troisième E, c'est les effets indésirables de l'événement. En fait, ce sont les symptômes. Et donc, les symptômes peuvent être immédiats et survenir aussi de façon différée dans le temps. Les symptômes, ça va être des difficultés à faire face aux stresseurs quotidiens, à pouvoir faire confiance dans les relations, avoir des difficultés cognitives. Souvent, les personnes traumatisées ont des grandes difficultés d'attention par la suite parce que, en fait, quand la moitié de son cerveau est consacrée à survivre et à repasser l'événement en soi et à essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre à un traumatisme, et juste ça sidère la pensée, il reste une partie très restreinte de son cerveau pour être active. Donc si dans ça, on rajoute le quotidien à gérer, les choses de la vie, évidemment, on a des problèmes d'attention. Et ça, c'est vraiment important de le nommer parce que non seulement il y a le traumatisme, mais en plus après on va se juger sur des symptômes qu'on a. On va se dire mais c'est pas possible, j'arrive pas à me concentrer. Et en fait c'est normal de pas réussir à se concentrer après un traumatisme. Et puis après il y a toutes les difficultés de régulation des émotions et toutes les altérations neurobiologiques, l'hypervigilance, la nervosité, l'engourdissement. Pour qu'on passe d'un événement traumatique à un trouble de stress post-traumatique, donc à un psychotraumatisme, à quelque chose qui va vraiment s'imprégner dans la vie de la personne. Il y a aussi différents événements un peu prédicteurs qui se sont passés avant l'événement traumatique. Donc, c'est pas pareil si à l'âge adulte, on va dire à 30 ans, on vit une agression, même une agression sexuelle, donc quelque chose de très grave. C'est pas pareil de le vivre si on a eu des carences dans son enfance, si on a déjà subi du harcèlement, si on a perdu une personne très proche dans sa famille. C'est pas du tout le même impact que si on a un réseau social bien établi, qu'on a beaucoup de ressources, qu'on se sent aimé, que globalement on a plutôt vécu des choses chouettes, qu'on sait ce que c'est que la sécurité. On va pas l'intégrer de la même façon et on va pas avoir les mêmes stratégies pour faire face. Donc ce qui est avant le trauma conditionne. Est-ce que ça va juste rester un événement traumatique qu'on va intégrer dans sa vie, ou est-ce que ça va devenir un psychotraumatisme avec toutes les conséquences symptomatiques qu'on connaît?
Dans ce qui joue aussi, c'est toute l'instabilité familiale. Est-ce qu'on est dans un réseau, familial qui va soutenir ou est-ce qu'on est plutôt seul, isolé? L'absence de soutien, souvent, c'est terrible après les traumatismes et ce qui fait qu'un traumatisme devient un psychotraumatisme, c'est la solitude. D'être face à un trauma en étant seul, ça laisse place à beaucoup de questionnements douloureux sur soi et vraiment un effondrement. C'est terrible d'être seul face à un vécu traumatique et c'est ce qui fait que ça devient un psychotraumatisme. Il y a également tous les facteurs génétiques et de santé mentale. Selon sa propre santé mentale et la santé mentale aussi de sa famille, un peu le patrimoine génétique, on va avoir plus ou moins de réserves, plus ou moins de ressources pour intégrer un trauma ou alors rester figé dans une expérience traumatique. Donc ça, c'est tout le avant le trauma. Et puis pendant le trauma, donc je disais il y a l'âge, mais il y a aussi la proximité de l'événement. Est-ce que l'événement, on est en plein dedans ou est-ce qu'on est un petit peu à l'extérieur? Le sens de l'événement pour nous, un événement, selon les problématiques et les thématiques, il y a vraiment des choses qui vont nous impacter, mais directement dans notre identité, qui vont nous toucher au plus profond de nous. Ou je sais pas si je sais pas, on a fait de la boxe, on est un peu costaud, on a déjà été dans des situations où on a pu se battre et qu'on se retrouve à se faire agresser dans la rue, mais qu'on a quand même un peu rendu des coups de poing. Ça n'a pas du tout le même impact. Hein. Donc inévitablement, le sens de l'événement va avoir plus ou moins d'impact dans la façon dont on va subir l'événement. Le caractère intentionnel de l'événement. Une personne qui veut vraiment nous nuire, je pense à toutes les violences communautaires, quand on sent de la haine envers une femme ou envers parce qu'on est homosexuel ou quand on sent que c'est parce que qui on est pose problème et que on est agressé à cause de ça. Ça a beaucoup plus d'impact que si c'est par hasard, si c'est pas de chance, si c'est un accident ou si on était là mais pas par hasard, mais pas directement visé par ça. La violence et de l'événement, plus c'est intense, plus ça va sidérer et plus on va avoir des difficultés au niveau de notre cerveau à intégrer ça. Et pendant, ce qui compte aussi, c'est est-ce qu'on a pu réagir? Est-ce que on a développé des stratégies adaptées? Est-ce qu'on a pu appeler à l'aide? Est-ce que le corps est resté figé, sidéré, ou est-ce qu'on a mobilisé des réactions qui font que on a une image de soi qui n'est pas restée négative. Je pense par exemple aux attentats. Il y a des personnes qui ont peut-être eu des réactions qui les ont encore plus mises en danger ou qui ont eu l'impression d'avoir fait des mauvais choix. Et puis peut-être il y a des personnes qui ont pu sauver des vies, qui ont pu bien réagir, qui ont gardé leur sang-froid. Et donc cette personne qui a gardé son sang-froid, qui a réagi, qui s'est sauvée elle-même et qui a sauvé des vies, sûrement va beaucoup mieux intégrer en après-coup son vécu traumatique qu'une personne qui sera restée bloquée. Et puis après, il y a est-ce qu'on est soutenu ou non et est-ce qu'on peut agir après ou est-ce que on reste dans une solitude? En effet, on voit bien toute l'importance du lien, des autres et du soutien. Pour continuer cet épisode, donc on va passer maintenant au type de psychotraumatisme. Donc j'aimerais qu'on puisse rentrer un petit peu dans le détail. Donc on va parler ici de 4 types de psychotraumas, donc qui sont les suivants: les traumas simples, les traumas complexes, les traumas vicariants et également les traumas transgénérationnels. Pour faciliter l'écoute de cette partie, je vous propose un petit signal sonore. Ce signal viendra avant chaque descriptif de type, un peu comme si vous étiez en train de regarder un diaporama en fait. On commence avec le trauma simple. Les traumas simples, c'est un traumatisme qui survient dans la vie avec un début et une fin. C'est ponctuel. Ça s'est passé à un moment donné, ça s'est arrêté et c'est une fois dans une vie où globalement il y avait plutôt, par ailleurs de la stabilité, des ressources. Donc c'est un événement qu'on a cité. Ça peut être
une fois, j'ai eu un accident très très grave, où j'ai perdu une personne très très proche, où j'ai subi du harcèlement, mais c'est unique. Le reste de ma vie est plutôt équilibré. Après, il y a les traumatismes multiples. À différents moments de ma vie, j'ai vécu des choses très difficiles, très impactantes. J'ai commencé par peut-être la séparation de mes parents quand j'étais enfant. Alors toutes les séparations, là je donne cet exemple, toutes les séparations sont pas traumatiques, mais on va dire une séparation avec violence où un parent a abandonné. Puis j'ai subi du harcèlement, et puis à l'âge adulte, j'ai perdu une personne proche de façon dramatique, voilà, par un accident très grave. Voilà, donc différents événements qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, qui arrivent à des moments différents de la vie, mais plus on est touché par différents événements, mais plus on est vulnérabilisé parce que on a l'impression que d'un danger qui pourrait arriver à n'importe quel moment dans la vie si c'est déjà arrivé à différentes reprises. Après, il y a ce qu'on appelle les traumatismes complexes. Alors, c'est les situations qu'on a le plus en cabinet. Les traumatismes complexes sont l'association des traumas dans l'enfance, des traumas d'attachement. Donc ce sont toutes les carences, le manque de soins. En fait, les personnes qui auraient dû s'occuper de nous ne l'ont pas fait de la bonne façon, n'ont pas pu répondre à nos besoins. Donc là, c'est les traumas d'attachement. Il y a les traumas qu'on appelle en creux, c'est toutes les négligences, tous les manques, et les traumas qu'on appelle en bosse. Donc là, c'est les violences, l'inceste, la dévalorisation. Donc c'est tout ce qui va attaquer. Donc dans les traumas d'attachement, il y a les traumas par négligence et les traumas de violence directe. Et donc le trauma complexe, c'est l'association des traumas d'attachement avec d'autres événements qui vont arriver dans la vie de ces personnes. En fait, malheureusement, quand on a un départ dans la vie qui est douloureux et que on a l'impression qu'on mérite pas d'être aimé, qu'on ne sait pas ce que c'est que la sécurité, quand on sait pas ce que c'est que le respect, on est beaucoup plus vulnérable pour vivre de nouveaux traumatismes, notamment des traumatismes relationnels, parce qu'on n'a pas les repères. On a des seuils de tolérance parfois à la violence qui sont beaucoup trop élevés parce que peut-être qu'on trouve ça normal d'être tapé ou d'être insulté, et à la fois on n'a pas les repères pour savoir se protéger de situations à risque. Donc souvent, il y a un cumul d'expériences douloureuses au fur et à mesure de la vie. Un traumatisme dont on parle peu et qui est pourtant très important, c'est le traumatisme vicariant. Le traumatisme vicariant, c'est le traumatisme des soignants qui sont exposés à des récits répétés de personnes qui sont traumatisées ou à des situations répétées de drames ou d'événements difficiles. On parlait des policiers, mais je pense aussi à toutes les sages-femmes, tous les médecins qui vivent des situations un peu d'urgence, des situations de deuil où ils n'ont pas pu peut-être sauver des vies. Et ça, c'est vraiment des situations qui exposent au trauma vicariant. On appelle ça la fatigue de compassion. En fait, on est fatigué d'écouter, fatigué d'être en empathie avec ces personnes-là. Et donc, on va développer après des symptômes de burn-out. En fait, on va s'épuiser au travail. Et ça, c'est vraiment important quand on est face à un public fragilisé ou face à des événements qui sont très exposants, très violents, qui vont beaucoup nous solliciter, de se questionner sur comment c'est en nous. Finalement, les psychologues sont, surtout quand on est spécialisé dans le syndrome de stress post-traumatique et dans les accompagnements, on est beaucoup plus préparé, on a beaucoup plus de stratégies pour déjà repérer chez l'autre, repérer en soi. On a des outils. Là encore, plus on est efficace dans ce qu'on apporte, plus on se sent acteur, moins on est impacté. Et moi, je trouve que les personnes qui sont sur le terrain, les soignants, n'ont pas les mêmes outils que nous et sont beaucoup plus sujets à être traumatisés que finalement un psychologue. Moi, on me demande souvent est-ce que je suis fatiguée par mon travail. Moi, je ne suis jamais fatiguée par mon travail parce que je sais comment me protéger sans avoir besoin de me blinder. Je peux être au contact de ça tout en étant bien solide à l'intérieur, et je pense que j'aurais été bien plus
impactée si j'avais pas eu tous ces outils et toute cette compréhension. Donc le trauma vicariant, c'est vraiment une vigilance à avoir pour beaucoup de soignants. Et même, je pense aux assistantes sociales, toutes les personnes qui travaillent avec des publics fragilisés. Et enfin, les traumas transgénérationnels. Les traumas transgénérationnels sont les traumas qu'on a hérités de nos ancêtres, même si on n'est pas directement concerné. Mais ça peut être même des ancêtres très lointains, ça peut être sur 2, 3 générations. On sait même, grâce à l'épigénétique, avec des recherches vraiment rigoureuses et sérieuses, que voilà, il y a des marqueurs et donc on peut repérer des traumas au niveau de l'épigénétique. Et donc on a des symptômes à 2, 3 générations, vraiment ça peut même être des symptômes de stress post-traumatique par rapport à des choses que l'on n'a pas vécues, mais dont on a hérité. Et ce qui peut peut-être aiguiller, c'est avoir l'impression d'avoir des symptômes invalidants, mais de pas trouver de correspondance, de corrélation avec des événements qu'on aurait pu vivre, avoir l'impression que ça nous appartient pas vraiment, avoir peur de certaines choses, avoir des phobies, et pas vraiment relier ça à son histoire personnelle. Donc souvent, les personnes qui ont des traumas complexes peuvent aussi cumuler des traumas transgénérationnels parce que puisque leurs parents n'ont pas su s'occuper d'eux, c'est sûrement qu'eux-mêmes étaient déjà traumatisés et n'ont pas pu développer des capacités pour être un parent voilà, suffisamment bon. Dans l'épisode 1, Déborah nous a parlé des symptômes qu'elle peut ressentir. Quels sont ces symptômes qui sont liés aux troubles de stress post-traumatique ? Alors, dans le trouble de stress post-traumatique, il y a 4 grandes catégories de symptômes. Donc, je vais les nommer, puis après, je les expliquerai davantage. La première grande catégorie, c'est les symptômes d'intrusion. La personne qui est victime a des symptômes qui viennent l'envahir, l'intruser, faire effraction dans sa vie. La deuxième catégorie, c'est les symptômes d'évitement. Il faut bien savoir que quand on a vécu quelque chose de dramatiquement douloureux, effractant, impactant dans sa vie, on n'a envie que d'une chose, c'est de ne plus jamais ressentir ça de près ou de loin. Donc les symptômes d'évitement, ça va être toutes les stratégies conscientes ou inconscientes que la personne va mettre en place pour éviter un rapprochement émotionnel ou dans une situation qui viendrait rappeler le traumatisme. La troisième grande catégorie, c'est les symptômes de suractivation. Tous les symptômes qui vont faire qu'on va déborder de ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la fenêtre à l'intérieur de laquelle on peut intégrer des émotions, même si elles sont fortes, on peut les intégrer. Quand on est dans un état de suractivation, on est au-delà, on en est sorti, on est débordé. Et donc, il y a beaucoup de symptômes qui sont des symptômes de suractivation où on est débordé. Et la quatrième catégorie, c'est l'inverse, c'est les symptômes de sous-activation. Donc là, c'est ce qu'on appelle la dissociation, tous les symptômes autour de la dissociation traumatique. Et on sort de la fenêtre de tolérance, cette fois-ci par le bas. On est sous-activé et on se coupe en fait de tout vécu traumatique. C'est plus fort que l'évitement, c'est vraiment une coupure à l'intérieur de soi. C'est assez fort. Donc, on pose le diagnostic d'un état de stress post-traumatique si après un mois après l'événement traumatique, tous les symptômes sont encore présents. Je vous propose de retrouver Pauline dans quelques instants. Je laisse la place, la voix, quelques minutes à Laurence. Laurence est spécialisée dans la correspondance thérapeutique. Écrire pour dire. Je lui ai demandé quels étaient les effets thérapeutiques de l'écrit, notamment quand on a vécu des choses difficiles. Voici la chronique de Laurence. Avec la correspondance thérapeutique, je vous propose de m'écrire pour être entendu. Que ce soit à l'issue d'un événement déstabilisant ou pour simplement lâcher un peu de lest au cours de notre vie trépidante, voici une alternative à la consultation psy classique. Elles permettent à tout à chacun de coucher sur papier ce qui s'accumule dans la tête ou ce qui pèse sur le cœur.
Elle permet de prendre soin de sa santé mentale en envisageant un accompagnement psychologique plus doux, tout en gardant une participation active dans l'élaboration du lien thérapeutique. Les mots difficiles à dire sont parfois plus simples à écrire. Écrire, c'est choisir le bon moment, c'est prendre son temps. C'est laisser aller ses pensées, c'est s'offrir l'opportunité d'oser enfin se raconter. Écrire, c'est trouver les bons mots à l'expression de ces mots. Laisser aller la plume pour les plus poétiques, le stylo pour les plus pratiques, et donner matière à ses émotions. C'est choisir son vocabulaire, se permettre d'être sincère et rédiger des phrases pour y voir plus clair. C'est ce que nombreux appellent l'exercice du flot de pensée. Une méthode puissante d'écriture libre, mais destinée uniquement à soi. C'est un outil d'introspection pour explorer son esprit et mieux se comprendre, comme pouvait l'être le journal intime de nos jeunes années. On se l'expliquait moins, mais il nous soulageait pourtant déjà de nos soucis, de nos affects, aussi bien qu'il rendait plus concrets nos rêves les plus fous. Mais passons ce cap du journal intime. Garder ses impressions pour soi est une chose, les partager est une toute autre. Avoir un destinataire change nos manières. Il s'agit là d'un échange. En s'adressant à quelqu'un, on s'implique, on n'est plus seul. Et puis surtout, on sera lu. Le lien n'est pas à proprement dit physique, mais donne pourtant la possibilité d'entrer en communication. Un passage plutôt difficile pour certains. Et c'est là que la confidence par correspondance trouve tous ses avantages. La pression est moindre qu'en face à face, les contraintes de temps pour s'exprimer s'effacent, c'est nous qui choisissons le moment idéal de connexion à l'autre. Et pour autant, on a toute l'attention de son interlocuteur. Cette attention si précieuse pour la santé. L'attention que portera l'autre à notre lettre est rassurante. L'intérêt porté à nos sentiments, nos failles, notre moi ainsi découvert relie. Quel trésor que ces mots qui comprennent, qui apaisent et qui réduisent ainsi le stress, les ruminations ou l'inquiétude pernicieuse qu'on nomme aujourd'hui trouble anxieux lorsqu'elle devient pathologique. En effet, écrire peut guérir. D'après de nombreuses études, l'écriture permet de donner un sens au monde comme à nous-mêmes. Elle nous replace au centre du récit et de l'existence. Selon The Journal of the American Medical Association, faire la narration d'un événement ou écrire sur sa vie peut avoir une incidence sur le rythme cardiaque, faire baisser le taux de stress et même pourrait atténuer les symptômes de la dépression. Santé physique et psychologique sont liées. Se libérer d'un poids, mettre de l'ordre dans sa tête, bénéficie au bien moral et mental, et de ce fait à la santé physiologique. Mais revenons sur l'aspect narratif de cette correspondance. C'est là aussi le bienfait de cette proposition. Écrire une lettre, c'est prendre le stylo, mais surtout, c'est prendre les choses en main. C'est redevenir auteur, redonner vie au « je ». En rapportant les faits, en décrivant ses sentiments, en racontant l'histoire, pour ne pas dire tous ses traumas, au fil des courriers, l'auteur dissocie le scénario des autres protagonistes. Il prend de la hauteur, distingue les aléas du personnage. Le point de vue diffère et la prise de conscience opère. Il est acteur. Il a le pouvoir d'agir. L'échange est primordial, révélateur. Cette interaction est le point d'appui pour revivre puis co-construire le récit, de la perception de l'événement à l'impression laissée, en passant par le rôle tenu dans le film de sa vie. C'est un moyen extraordinaire de dignifier l'existence, lui redonner du sens. N'oublions pas que tout est écrit et que cet exercice donne donc l'opportunité de relire. La correspondance est ainsi un acte engageant réciproque. Écrire et recevoir. Envoyer et puis attendre une réponse. Penser et repenser à ces mots choisis et confiés entre les lignes. Laisser le temps au temps. Le confident s'engage au-delà de prêter son oreille. Il n'est pas qu'une boîte aux lettres. Il s'implique véritablement dans un dialogue. Les écrits restent, les paroles s'envolent. La courrier-thérapie lit, et par les mots adéquats, la reformulation ou le travail symbolique, elle permet de relire le roman de cette vie qui s'écrit.
Il y a de nombreux échanges épistolaires publiés dans la littérature, des livres qui nous ont pour beaucoup touchés ou émus. Madame de Sévigné, Voltaire, Jean Cocteau sont peut-être des exemples à imiter. Tous ont eu besoin de ces confidences manuscrites. Devenues des livres iconiques, des romans romantiques, elles ont certainement été bénéfiques et salvatrices à un moment de leur vie. Louis-Ferdinand Céline a dit d'ailleurs « Retrouver l'émotion du parler à travers l'écrit, c'est pas rien. » Moi, je suis convaincue que ça fait beaucoup. Et j'espère bien que maintenant, vous aussi, vous n'aurez qu'une envie, c'est tenter cette autre thérapie. C'était Laurence que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Archie_tête. On retrouve Pauline pour la suite de l'épisode. Nous parlions des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Rappelez-vous, il y a 4 grands types. Les symptômes d'intrusion, les symptômes d'évitement, les symptômes de suractivation et les symptômes de sous-activation. Je vous remets également le petit signal sonore. Les symptômes d'intrusion, ce sont tous les flashbacks. Alors quand on dit les flashbacks, on imagine des visions surtout. Mais les flashbacks, c'est des sensations, c'est des odeurs, des images. En fait, c'est sensoriel. Il faut vraiment comprendre que le traumatisme est une atteinte physiologique. Ça devient dans un deuxième temps psychologique. C'est pour ça qu'on travaille autant sur le corps quand on est avec des personnes victimes de traumatisme. Donc les flashbacks, ça va être tous ces éléments sensoriels qui font qui viennent envahir et qui arrivent de façon soudaine. C'est vraiment douloureux pour les personnes traumatisées parce que souvent, moi, je trouve qu'ils ont des doubles, des triples peines. C'est-à-dire que non seulement il y a l'événement, s'il y avait que ça, mais il y a une vie qui est polluée par des symptômes en après-coup qui viennent raviver l'événement en permanence. C'est ça, les flashbacks, ça en fait vraiment partie. Et puis, il y a toutes les pensées, les émotions qui viennent intruser, des pensées liées à l'événement. Il y a l'hypervigilance et l'impression que l'événement va se produire de nouveau, donc des anticipations. C'est sûr que si on a été cambriolé, on s'imagine qu'on va se refaire cambrioler et au moindre bruit, on va surréagir, alors que si ça nous est jamais arrivé de notre vie, on n'y pense même pas. Il y a des réactions donc physiologiques très fortes, marquées par des rappels internes ou externes, donc ce qu'on appelle des déclencheurs traumatiques. Des cauchemars ou alors des rêves agités. Les cauchemars peuvent être en lien avec le thème du vécu traumatique, mais pas que. Ça peut, en fait, c'est une vie nocturne qui est agitée. Il y a un élément qui est très important et qu'on nomme pas souvent, c'est les hallucinations. On peut avoir des hallucinations en lien avec le vécu traumatique. Et souvent, il peut y avoir des erreurs diagnostiques avec d'autres symptômes, comme d'autres catégories symptomatiques en lien avec la psychose. Et quand c'est par rapport au traumatisme, ce n'est pas de la psychose, mais on peut être dans des états où on a l'impression de se rapprocher de la folie quand on est dans un état post-traumatique aigu, qu'on a vécu quelque chose de catastrophique. On peut friser cet état-là momentanément et revenir après à de la stabilité. Et on peut entendre des voix, on peut, si on s'est fait agresser, avoir l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, ou avoir cru sentir une odeur. On peut avoir des hallucinations. On n'est pas fou. Une des caractéristiques des personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques, mais qui sont vraiment que dans du psychotrauma, c'est qu'ils ont des grandes capacités d'introspection. Souvent, ils se posent 1000 questions, ils se sentent coupables de tout. Et à partir du moment où ils se posent la question « est-ce que je suis fou ?», c'est qu'on n'est pas sur un registre psychiatrique, mais qu'on est bien sur un registre post-traumatique. Donc, dans les autres symptômes d'intrusion, il y a un symptôme qui est très très important, qui est très envahissant et très déstabilisant, c'est les peurs paniques, les attaques de panique. Ça, c'est l'enfer pour les personnes parce qu'elles savent pas. En fait, il y a quelque chose qui réactive le trauma, alors pas de façon directe dans la thématique, mais dans le fait de ne pas savoir à quel moment ça va arriver.
C'est-à-dire que finalement, il suffit pas, voilà, c'est pas suffisant d'avoir vécu quelque chose d'horrible quelque part, mais en plus, dans le quotidien de ces personnes-là, elles savent pas si elles vont avoir une attaque de panique dans un lieu complètement incongru qui n'a rien à voir avec l'événement. Pour le coup, les attaques de panique peuvent arriver n'importe quand. Et je le dis dès maintenant, ça s'accompagne. On n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec des attaques de panique. Il y a clairement des outils thérapeutiques qui permettent de traiter ça. Et un sentiment d'être paralysé par la frayeur ou d'avoir envie de fuir. Donc les symptômes d'évitement, ça va être tous les efforts, mais immenses, que la personne va faire pour éviter les pensées, pour éviter les sentiments ou les situations qui pourraient mettre en difficulté. Ça concerne également toutes les addictions. Les addictions sont un très bon moyen, inefficace malheureusement à long terme, mais efficace à court terme, de couper un vécu qui est insupportable. Donc l'alcool, les drogues, mais aussi les troubles du comportement alimentaire et même des conduites sexuelles addictives. On peut avoir été traumatisé et que ça ait touché la sexualité et développer ça par la suite parce que tout est déréglé et parce qu'on ne sait plus comment faire et donc on va rechercher des sensations intenses. Vraiment, un point qui est important, c'est que ce sont des stratégies de survie. Les personnes qui mettent en place ces comportements le font au service de leur survie, même si par ailleurs, ça a des conséquences qui peuvent détruire. Le symptôme est toujours une recherche intelligente du corps qui fuit quelque chose d'encore plus désagréable. C'est juste que c'est pas toujours le plus adapté, ou alors ça perdure trop longtemps dans la vie de la personne, alors que le trauma est passé, qu'il pourrait y avoir d'autres stratégies. Mais il y a vraiment une intelligence du corps et c'est au service de la survie. Et c'est vraiment essentiel de le rappeler parce que les personnes qui ont vécu des psychotraumatismes se jugent énormément sur les symptômes et sont parfois jugées par l'entourage ou même parfois par des soignants. Dans les symptômes d'évitement, il y a toute la mémoire traumatique, en fait, toutes les amnésies, tous les oublis. Et c'est finalement un évitement inconscient de se rappeler certaines choses. Alors, quand ça touche la mémoire traumatique, quand ça touche des enfants qui sont très jeunes, bon, il y a le fait que la mémoire n'est pas encore bien construite, mais on peut vraiment avoir des problèmes de mémoire, d'amnésie à l'âge adulte. Et c'est une vraie protection de survie et sûrement que sans ça, on n'aurait pas pu tenir. L'amnésie traumatique est une ressource extrême de survie pour continuer de façon automatique à vivre malgré des choses qui auraient pu entraîner une envie de mourir en fait, de ne pas pouvoir surmonter ça. Dans les symptômes d'évitement, il y a aussi le fait de vivre en pilote automatique, une aversion à parler des vécus traumatiques. Alors, on le sait de plus en plus aujourd'hui, mais parler des vécus traumatiques, la plupart du temps, ça retraumatise. Si ce n'est pas fait dans un contexte où la personne est en sécurité, bien réorientée dans le présent, avec suffisamment de ressources qui sont installées. Sans ces conditions, en général, toutes les façons d'elles-mêmes, elles ne veulent pas en parler. Et les faire parler, ça va surtout réentraîner toute la réaction physiologique dans le corps, donc leur donner l'impression d'être de nouveau en danger, de nouveau en difficulté, sans avoir ce côté qui équilibre de ressources qui va permettre cette fois-ci d'intégrer. Donc c'est toujours cette idée de fenêtre de tolérance. On ne parle pas du traumatisme tant qu'on n'est pas dans une fenêtre de tolérance qui cette fois-ci va permettre d'intégrer l'information. Sinon, on est de nouveau en danger dans l'instant présent, pas en danger de mort, mais en danger par rapport à toutes les réactions physiologiques du corps. Donc la troisième catégorie, ce sont tous les symptômes d'activation. Donc l'hyperactivation, ça va être cet état d'hypervigilance constante, toutes les réactions exagérées de sursaut, toute l'hypersensibilité par rapport à tout ce qui est autour de la personne. Les symptômes aussi émotionnels débordants, les crises de colère, l'irritabilité, même l'agressivité, des personnes qui ne contrôlent plus leur comportement. Et tous les troubles sévères du sommeil et également les problèmes de concentration. Et donc la quatrième catégorie, c'est les symptômes de sous-activation post-traumatique.
Donc là, c'est on parle de la dissociation. Donc c'est l'impression d'un détachement ou alors d'un sentiment d'étrangeté dans le contact avec les autres. Ça peut être des états de somnolence extrême ou de perte de conscience temporaire. Souvent, ce sont des personnes qui décrivent un peu comme un robot leur histoire traumatique et on pourrait presque s'endormir face à eux, alors qu'en fait, ils racontent des choses horribles parce que eux-mêmes se sont tellement coupés de l'impact traumatique qu'il n'y a aucun affect, un ton un petit peu monocorde. Et donc, quand on a une personne qui parle comme ça, avec un ton très lent, avec un état corporel très mou, cette personne est dans un état de sous-activation et c'est pas qu'elle ment ou que elle n'a pas vraiment vécu tout ça parce que sinon elle aurait dû avoir des émotions. C'est quelque part le signe que ça a été tellement grave, tellement fort qu'elle n'a pas pu faire autrement que de se couper du lien émotionnel, du lien physique et donc elle en parle quelque part même comme si elle n'était pas concernée. Dans les symptômes de sous-activation, il y a la dépersonnalisation, le sentiment de détachement, d'être un observateur extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de soi ou de ses propres comportements. Il peut y avoir le sentiment d'être comme dans un rêve ou plutôt comme dans un cauchemar. Il y a des événements qui sont tellement intenses, tellement effractants qu'on se demande comment ils ont pu exister. C'est-à-dire qu'il faut parfois toute une vie pour se dire « mais j'ai vraiment vécu ça en quelques secondes, ma vie a pu basculer autant ». Il y a un vrai sentiment d'irréalité. Il y a également la déréalisation. La déréalisation, c'est ce sentiment d'irréalité, de pas être vraiment... de pas être connecté à la réalité comme les autres, de voir les autres agir un peu de loin et de se dire mais c'est pas possible, moi je suis pas dans le même monde que ces personnes. On peut même avoir des impressions de flou autour de soi, de se sentir comme en fait c'est comme si le rêve devenait réalité mais de façon persistante en fait. Et donc des situations où on est complètement détaché alors qu'on devrait être touché. Donc ça, c'est vraiment tous les symptômes dissociatifs qui viennent anesthésier émotionnellement et corporellement la personne qui est victime. Merci beaucoup pour tous ces éléments qui viennent nous permettre de comprendre et qui sont, à mon sens, aussi des savoirs d'utilité publique, puisque si l'on n'est pas concerné soi-même par ce trouble-là, on est sans doute en contact avec une personne qui peut vivre cela. On arrive à la dernière partie de cet épisode, partie qui sera consacrée aux pistes de solutions. Nous allons tout d'abord aborder la question des thérapies. Donc, quelles sont les thérapies qui permettent à une personne de traiter un psychotraumatisme ? Alors aujourd'hui, on a quand même de la chance, il y a de nombreuses thérapies qui sont efficaces pour traiter les traumas. Mais avant de parler des thérapies qui sont efficaces, je voudrais juste mettre une petite information qui me paraît très importante, c'est que toutes les thérapies, aussi efficaces soient-elles, et même plus elles sont efficaces, plus cet aspect-là est important, doivent être accompagnées de connaissances rigoureuses sur le psychotraumatisme. Selon l'outil qu'on a, on va l'utiliser à un moment ou à un autre, dans un cadre particulier, quand on a repéré que la personne était suffisamment ancrée dans le présent, en sécurité, qu'on a un bon accordage, qu'elle a suffisamment de ressources pour se réguler si elle est en difficulté. Et en fait, si on met pas en place tout ça, aller directement à l'outil, c'est potentiellement retraumatiser la personne. Donc parler retraumatisme et utiliser un outil efficace avec un rythme qui n'est pas ajusté, adapté, chez une personne qui n'a pas eu suffisamment de psychoéducation, qui ne comprend pas ses symptômes, qui risque de se dysréguler pendant la séance, c'est aussi dangereux. Donc au-delà des approches, si les personnes qui nous écoutent veulent trouver un praticien, il faut aussi que ce soit un praticien qui se soit formé et qui puisse expliquer, faire de la psychoéducation et savoir comment on régule et comment on travaille dans la fenêtre de tolérance. Voilà. Donc une fois que ça s'est posé, dans les thérapies, alors moi je travaille beaucoup avec la thérapie EMDR, donc c'est la désensibilisation et le retraitement de l'information par les mouvements oculaires. C'est une technique qui est très efficace, très puissante, qui s'utilise
qui peut s'utiliser de façon assez créative finalement, parce que on est soit sur les ressources, soit directement sur des traumas, soit on est sur le présent ou le passé, et on peut vraiment jouer avec l'outil pour s'ajuster aux besoins de la personne. Donc moi, c'est l'outil que j'utilise le plus, clairement, dans ma vie professionnelle. Il y a eu avant le EMDR et après le EMDR, parce que c'est tellement agréable, tellement gratifiant de sentir que on peut aider à vraiment intégrer des traumatismes. Donc c'est vraiment une technique qui est très très efficace. Dans les autres approches qui sont intéressantes, il y a l'ICV. L'intégration du cycle de la vie. Donc l'intégration du cycle de la vie, c'est une approche on travaille sur une ligne du temps que la personne fait, et elle met des mots-clés positifs ou négatifs par rapport à des expériences de vie qu'elles ont vécues depuis leur plus lointain souvenir jusqu'à aujourd'hui. Et pendant la séance, on va reprendre cette ligne du temps en la lisant très rapidement pour que la personne ait un flash, puis un flash, puis un flash, et qu'elle voit passer le film de sa vie. Et moi, je trouve que c'est une approche qui est vraiment très intéressante, parce que on sait que la mémoire traumatique a vraiment une atteinte dans l'autobiographie. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui est morcelée. Les personnes, moi je suis face à des personnes, je suis admirative de leurs ressources, de tout ce qu'ils ont développé, mais eux, ils se sentent aussi incompétents qu'au moment où ils ont vécu le trauma. Et je trouve que cette approche permet vraiment de leur dire, mais regardez, en fait, vous vous êtes arrêté à l'âge de 5 ans, mais regardez tout ce que vous avez fait entre-temps et observez à quel point vous avez avancé dans la vie, à quel point vous avez développé des ressources qui étaient pertinentes, qui étaient ajustées, à quel point votre présent est différent de votre passé. Et puis même pour les personnes où je me dis, oulala, ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements traumatiques, mais souvent ces personnes se disent, oh, mais c'est vrai que vraiment j'ai vécu des choses dramatiques, je comprends pourquoi je suis dans cet état-là. C'est-à-dire ça leur fait un retour en miroir avec tout ce que j'ai vécu, je suis quand même assez solide. Voilà. Donc l'ICV, c'est vraiment une approche très pertinente pour travailler sur les traumas. Dans les autres approches, il y a le brain spotting. Le brain spotting, ça a été développé par une personne qui faisait de l'EMDR de façon assez créative, et donc utilisait des musiques avec des sons bilatéraux. Donc c'est le même principe que l'EMDR, c'est-à-dire que c'est des sons qui stimulent d'un côté et de l'autre. Et associé à ça, on travaille avec ce qu'on appelle un brain spot. C'est un point d'activation naturelle lié à un point visuel. Et donc, par exemple, on peut regarder en haut et se sentir en colère, ou regarder en bas et avoir d'un coup beaucoup de tristesse. Et donc, on va chercher quel est le brain spot chez la personne. Elle a donc ces stimulations bilatérales, donc auditives. Et ce qui est assez intéressant avec le brain spotting, c'est que moi je trouve que ça travaille bien sur toutes les mémoires implicites, toutes les mémoires corporelles. Quand on peut pas nommer et que le corps garde la mémoire, ce qui est un peu le principe du trauma, quelque part ça processe tout seul. Parce que selon les musiques, selon les rythmes, selon les vibrations, il va se passer des choses dans le corps qui dépassent un petit peu notre propre capacité de raisonnement. On sait pas trop ce qui se passe, mais en fait ça processe. Donc c'est un outil qui est assez pertinent, le brain spotting. Dans les autres approches, il y a l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est avec de grandes précautions, parce que dans les formations d'hypnose, il y a tout et n'importe quoi. Mais l'hypnose est un outil qui peut être pertinent. Il faut juste que ça soit vraiment quelqu'un qui soit psychothérapeute par ailleurs, qui connaisse la relation d'aide, qui connaisse le psychotrauma et qui utilise l'hypnose d'une certaine façon. Parce que l'hypnose peut aussi retraumatiser, parce que quand on est dans un état d'hypoactivation et qu'on est dans un corps qui est mou, qui se relâche, qui se détend, clairement c'est retraumatisant pour une personne qui a déjà vécu ça au moment du traumatisme. Donc voilà, l'hypnose avec des précautions, mais c'est un outil qui vraiment peut être intéressant, surtout qu'en hypnose on peut installer beaucoup de ressources aussi. Donc ça peut être très pertinent pour ça.
Et après, il y a les approches autour du corps, la somatic experiencing, qui a été développée par Peter Levine, qui a observé que les animaux tremblaient naturellement après des événements voilà, où ils avaient cru qu'ils allaient mourir ou qu'ils venaient de se faire attaquer. Et donc, naturellement, les animaux évacuent la tension, le figement en fait qui est dans le corps par des tremblements. Et réaction que nous, humains, on a inhibée pour de multiples raisons, surtout sociétales. Et donc, la somatic experiencing, il y a toute cette approche autour du corps de retrouver le mouvement dans le corps qui a été bloqué. L'approche sensorimotrice est également une approche autour du corps. On va travailler sur remettre des frontières, sur pouvoir dire non avec le corps, retrouver du mouvement, retrouver du tonus, ou alors pouvoir justement plus se relâcher quand on est dans une position très combative, très qu'on est resté un peu en mode guerrier, pouvoir retrouver de la détente dans le corps, du relâchement. Et donc on va suivre on va vraiment suivre l'intelligence du corps. Ce que je trouve intéressant pour ces deux dernières approches, c'est qu'elles sont très réorientées dans le présent, dans l'ici et maintenant. Elles sont quasiment, on peut le faire sans contenu traumatique. Donc vraiment au niveau de la fenêtre de tolérance, là on est vraiment bon. Et elles respectent la physiologie, tout ce qui est naturel. Donc moi je trouve des approches très pertinentes auxquelles on n'est pas suffisamment formé en France. Mais les formations arrivent depuis peu de temps en fait, on a accès à ces formations. Et puis après, moi je travaille beaucoup en collaboration avec des personnes qui travaillent directement sur le corps, des ostéopathes ou des personnes qui ont des approches autour du corps, parce que le corps garde la mémoire du figement, donc nous on va libérer émotionnellement, mais il y a les tissus, les fascias ont gardé aussi la mémoire du figement, et je trouve que quand on associe la thérapie avec des approches corporelles, c'est vraiment très pertinent. Le trauma touche tellement toutes les strates chez un individu que souvent je pense qu'il faut le restaurer à différents endroits. La danse peut aussi aider, les arts martiaux, le yoga, disons que ça va pas forcément être dans la thérapie, mais de l'associer, ça me paraît très important. De redonner une place au corps, une place dans un corps qui va se libérer, qui va retrouver sa puissance, sa force, sa capacité à se mettre en mouvement. Ça, c'est très, très important. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il est possible de se remettre, de se rétablir, de guérir d'un trouble de stress post-traumatique ? Ça fait depuis 15 ans que je travaille auprès de personnes traumatisées, et je pense que plus je travaille au contact de ces personnes, plus je suis confiante dans les capacités de résilience. C'est-à-dire que je suis absolument pas épuisée par mon travail, je suis énergisée, je suis admirative des ressources de survie des personnes, et pourtant j'entends des histoires vraiment dramatiques avec des multiples traumatismes, et oui, on peut se sortir d'un trauma, on peut intégrer les empreintes traumatiques dans le présent et être dans un présent qui est sécure, qui est pacifié, où on est au contact de ses ressources. C'est possible. Plus les traumas sont répétés, intenses et ont conditionné une façon d'être au monde, une façon de se voir, plus ça va être un travail de dentelle, et on va vraiment alterner entre l'installation de ressources et l'intégration des traumas. Et donc ça va demander plus de temps, mais plus de temps ne veut pas dire que ça ne se traite pas et qu'il n'y a pas de bons résultats. Et donc moi je suis très optimiste et j'encourage vraiment les personnes à se faire aider, mais à se tourner vers des professionnels spécialisés. Le problème, c'est qu'en France, on est très peu formé au psychotrauma. Moi j'ai fait 5 années d'études, alors c'était il y a 20 ans, mais il y a 20 ans je n'ai pas entendu une seule fois dans mes études parler du psychotraumatisme. Tout ce que je l'ai appris après mes études. Et autour du psychotraumatisme, j'ai même désappris des choses qu'on me conseillait pendant mes études, parce que on ne travaille pas de la même façon avec un patient traumatisé. Donc
Le problème, c'est que les personnes souvent sont allées frapper à différentes portes et peuvent avoir eu l'impression que de parler, elles tournaient en rond, que ça apportait pas de solution, ou elles se sentaient encore plus coupables, encore plus responsables, parce que clairement, on accompagne d'une certaine façon le psychotraumatisme et on peut pas faire une thérapie classique. Donc, on peut avoir déjà tenté des thérapies et avoir eu l'impression que c'était pas pour soi, que ça allait pas marcher. Souvent, les personnes victimes de traumatisme disent mais à quoi ça sert d'en parler? Ça changera rien. Si j'ai perdu mon enfant, ou si j'ai été agressée, ou si je me retrouve dans une situation aujourd'hui catastrophique, qu'est-ce que ça va changer d'en parler? En fait, ça va d'en parler tout seul, ça va rien changer en effet. Ça va juste être douloureux. Par contre, de revisiter ça en étant en lien, puisqu'on a bien dit que le traumatisme, c'était la solitude, avec une personne qui est sécure, qui est ancrée et qui va aider à contacter son propre ancrage et sa propre stabilité et se sentir fort face à un vécu qui est bien repéré comme étant appartenant au passé, ça permet de guérir et ça marche. Est-ce que vous pourriez nous donner des techniques d'ancrage qui permettent de se reconnecter au présent et de retrouver sa fenêtre de tolérance ? Alors, dans les techniques d'ancrage, il y a beaucoup de mouvements corporels. Puisque le traumatisme touche le corps, il faut retrouver du mouvement dans le corps. Donc souvent, on propose des respirations. Alors, la cohérence cardiaque est très connue, mais la cohérence cardiaque, donc elle est bien en temps normal, mais quand on est dans des états un peu de panique, ou de stress, c'est pas une respiration qui va être accessible. Et parfois même, les personnes disent, mais c'est pire encore quand j'essaye de respirer de cette façon-là, parce qu'en fait, ils ont une mauvaise respiration. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle la respiration en carré, où on commence par souffler. Expirer, c'est vraiment très important quand on est dans un état d'hyperactivation. Cette respiration en carré, c'est 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. Donc 4 temps, j'expire. 4 temps, je retiens ma respiration. 4 temps, j'inspire. Et 4 temps, je retiens ma respiration. Et faire ça sur plusieurs cycles. Déjà, rien que ça permet de refocaliser son attention sur autre chose que le trauma, retrouver un peu de régulation au niveau de sa respiration. Et c'est déjà, intéressant. Dans les techniques d'ancrage, il y a quand on est vraiment face à des intrusions, des pensées, il y a le fait d'utiliser une autre aire du cerveau et de faire des calculs mentaux. Les calculs mentaux, ça va un peu switcher c'est pas le cerveau émotionnel, et donc ça permet de passer à autre chose. Il y a le jeu Tetris aussi d'ailleurs qui permet il y a eu des études sur ce jeu qui permet juste après un trauma aussi de travailler avec une autre partie du cerveau et donc de se réguler. Donc par exemple pour les calculs mentaux de faire 100, moins 7, moins 7, moins 7 le plus rapidement possible et puis plusieurs fois. L'idée c'est vraiment de switcher avec les intrusions. Toujours avec les symptômes d'intrusion et l'état d'hyperactivation, il y a l'exercice du contenant qui consiste à isoler, à mettre de côté pendant un temps, dans un contenant, le vécu traumatique ou tout ce qui vient polluer. Et l'idée, c'est que on ne peut pas tout intégrer en même temps et que le problème quand on a vécu des événements traumatiques, c'est que tout vient faire intrusion, à la fois les souvenirs du passé, mais les peurs du présent, les peurs du futur, et du coup on n'est pas efficace, ça vient trop déborder. Donc l'exercice du contenant, c'est un exercice assez efficace, même étonnamment efficace, parce que je pense que les personnes adorent mettre de côté, et donc elles mettent beaucoup de cœur à faire cet exercice, et c'est juste un exercice de visualisation, c'est assez simple, et donc on met de côté, vraiment avec l'idée qu'on ne se débarrasse pas, car le contenu traumatique est un contenu précieux, qui vient parler de nous, de nos blessures, donc on le met pas à la poubelle, mais on le met de côté pour y revenir en sécurité. Dans les autres approches, il y a, alors évidemment, s'étirer, il y a l'exercice des 4 éléments. L'exercice des 4 éléments est assez intéressant parce qu'il reprend donc les 4 éléments et donc permet un ancrage assez intéressant. Ça démarre par le fait de se réorienter dans l'instant présent. Et alors que vous êtes
Ici et maintenant, les pieds ancrés au sol, bien connectés à la terre qui est le premier élément. Et vous allez maintenant, alors que vos pieds sont posés au sol, prendre conscience de votre respiration. Quand on a vécu un traumatisme, la mémoire est figée dans le passé. Et donc, on est même étonné parfois quand je demande à une personne traumatisée qui est en séance avec moi, mais à combien de pourcentage vous êtes avec moi là maintenant? Et le pourcentage, il est super bas. La personne, elle est les deux pieds dans le passé et elle n'est pas dans le présent. Et donc l'idée vraiment de se réorienter dans le présent, c'est de regarder autour de soi, dire ok, oui, là je vois, il y a le tapis qui est de telle couleur, et puis là il y a la lampe, puis elle est chaleureuse, cette lampe, là ça me fait du bien. Donc on commence vraiment par de l'ancrage, de sentir ses pieds, d'avoir sa colonne vertébrale droite, là, donc ça permet de sentir le tonus dans le corps et de pas être en hypoactivation, et donc de se réorienter. Et puis après, de pouvoir donc faire cette respiration, donc de l'air, pour calmer un peu le rythme cardiaque qui a tendance à s'emballer. Et l'eau qu'on fait venir avec de la salivation, parce que quand on est dans un état d'activation, c'est le système sympathique qui se déclenche et souvent on a la bouche qui est asséchée. Donc de saliver, ça permet d'activer le système parasympathique qui est régulateur et donc de retrouver un petit peu plus de calme. Et puis après, le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle le feu. En fait, c'est une métaphore pour dire le feu de l'imagination. Et c'est de visualiser qu'on va... Alors, ça peut être un lieu de sécurité, mais le lieu de sécurité n'est pas toujours accessible. Il y a des personnes qui n'ont juste jamais connu de sécurité, donc ils ne peuvent pas visualiser ce que c'est que la sécurité. Mais c'est pas grave. Ça peut être un lieu plus tranquille, ou un lieu dans lequel on aimerait être là maintenant tout de suite. On peut s'imaginer, là j'aurais juste besoin d'être dans une baignoire, de prendre un bain bien chaud, ou d'être sous ma couette, c'est ok. En fait c'est un lieu qui fait du bien, là maintenant, par rapport à l'état de la personne. Donc l'exercice des 4 éléments est un exercice qui peut être aussi intéressant. Dans les exercices de réorientation, on parle beaucoup du 5-4-3-2-1. C'est de se réorienter dans la pièce et de dire ok, est-ce qu'il y a 5 choses que je vois? Okay, est-ce qu'il y a 4 choses que j'entends? De refaire les 5 sens et de diminuer petit à petit. 3 choses que je sens, voilà, et puis on finit par le goût parce que c'est compliqué d'avoir plus d'un goût dans la bouche. Donc ça, c'est un outil pour se réorienter qui peut être assez intéressant. En gros, il faut se mettre en mouvement. Il faut pas rester figé et on se régule avec le corps, on se régule pas avec la tête. À part la tête, la seule chose qu'elle peut faire dans le moment de crise, c'est on favorise l'évitement pour un temps. On aide à mettre de côté pour revenir sur le matériel traumatique plus tard. Et puis ici, je pense dans l'ancrage de s'aider de la co-régulation, c'est-à-dire que si on a un animal domestique, le caresser, si on est entouré d'une personne, demander un câlin, de s'appuyer sur le système nerveux d'une autre personne qui est sécure et qui vient rappeler qu'on est là, que c'est passé, que c'est fini, qu'on s'en est déjà sorti. Et qu'on est dans le présent et de ne pas ressentir de la solitude. Moins on ressent de solitude dans le présent, plus on peut transformer l'expérience. Et alors que vos 2 pieds sont posés au sol et que vous sentez que vous poussez sur vos pieds et qu'il y a l'ancrage au sol, vous allez observer autour de vous. Observer peut-être à l'extérieur ou simplement dans la pièce. Et vous allez me dire 3 choses que vous voyez, 3 choses nouvelles qui viennent à votre regard. Merci beaucoup Pauline pour cette interview. Est-ce que vous aimeriez dire un petit mot pour conclure ? Si je devais dire un mot pour conclure, c'est vraiment le mot espoir. Les personnes traumatisées sont souvent désespérées, se sentent incapables, se sentent nulles, se sentent coupables, et que ça, c'est l'histoire qu'elles se sont racontées. Et elles ont vécu quelque chose d'anormal, et
leur réaction est normale. Donc vraiment de légitimer leur réaction, c'est ce qu'elles ont vécu qui était anormal, mais pas elles. Et de leur donner de l'espoir sur le fait qu'on soigne très bien les psychotraumatismes et qu'il faut se faire aider. Je crois qu'il faut être humble. Le traumatisme, se vivant dans la solitude, il faut pouvoir appeler à l'aide. On ne peut pas faire de pas de côté tout seul face à un vécu aussi intense. Et donc, j'encourage vraiment les personnes à se faire aider, soit si elles en ont les moyens par une thérapie, mais aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres façons. Il y a des livres, des podcasts, des stages, des pratiques sportives. Voilà, il y a plein de possibilités d'intégrer. L'idéal, c'est une thérapie, mais on peut aussi installer des ressources par d'autres moyens. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Encore un grand merci à Pauline pour cette interview et à Laurence pour sa chronique. Nous nous retrouvons bientôt pour d'autres épisodes en lien avec cette thématique du psychotraumatisme, où nous aborderons notamment plus en détail le sujet des violences. Retrouvez toute l'actualité d'Hippocampe sur Instagram, hippocampe-podcast. À très bientôt.